Alors, j'espère que tout le monde me voit, m'entend. Bonsoir et merci à vous de vous joindre à cette session. Merci de l'intérêt que vous portez à Gaz de Ferme et on va essayer de faire en sorte que cet intérêt soit renforcé à l'issue de cette petite présentation ce soir. On a prévu 4 sessions en tout. On a scindé le contenu en 2 parties. Donc ce soir, on va parler du traitement du biogaz en mettant l'accent sur l'invention qu'on a portée, qui est donc on a baptisé carboséparateur. Et sur jeudi, on fera une présentation axée sur traiter du gaz, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait derrière du gaz? Donc on va parler de ce qu'on fait du biométhane et de ce qu'on fait du dioxyde de carbone. Et la semaine prochaine, même programme, le lundi, carboséparateur et le jeudi, gaz biosourcé. Sachant que la présentation de ce soir et celle de jeudi vont faire l'objet d'un enregistrement et que donc vous disposerez d'un replay pour pouvoir le regarder quand vous le souhaitez. Bon, il est 18h10, c'était le premier, donc on a eu un petit temps de réglage au départ. On va essayer de terminer pour 19h, tenir le timing annoncé et retarder personne. Allez, sans plus attendre. Donc, traitement du biogaz. J'ai fait 3 parties pour essayer de ne pas vous noyer et que ça soit un peu plus fluide au niveau des questions. Donc, je vais m'exprimer pendant un peu plus de 5 minutes sur la première partie. Je vous invite à poser vos questions sur cette partie. J'y réponds. On passe à la deuxième partie. Je réponds aux questions sur la deuxième partie et on passe à la troisième. Voilà, ça va éviter d'avoir une grande courte de questions à la fin. Donc, pour vous guider, savoir quelles questions poser quand, vous avez le plan qui est annoncé ici. Donc, la première partie, c'est présentation d'entreprise. Elle sera à l'identique jeudi, d'ailleurs. La deuxième partie, c'est description du carboséparateur dans le sens comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Voilà, ceux qui ont des questions techniques, c'est là. Et la troisième partie, c'est OK, on a compris l'invention. Qu'est-ce qu'on va faire de cette invention? C'est-à-dire économiquement, à qui on s'adresse, combien on veut en faire, en combien de temps, etc. Voilà, les questions sur la partie économique, donc c'est la troisième partie. Alors, dans le fonctionnement, pour ce soir, les questions et les réponses, les questions, pardon, ça se passe par écrit. C'est-à-dire que vous êtes invité à poser vos questions dans le fil de questions-réponses. Si vous cliquez sur la barre d'outils, vous avez un QR en bas, questions-réponses. Vous posez vos questions là. Moi, je les lirai quand j'aurai fini chaque partie et je choisirai les questions pour y répondre de cette façon. Ça va éviter des interruptions et de lever la main parce que selon le nombre qu'on est, ce n'est pas forcément évident. Alors, avant de démarrer mon propos, je vais peut-être arrêter le partage une seconde pour que vous voyez mon visage un peu mieux et laisser éventuellement Frédéric Bernard dire 2-3 mots s'il veut en intro avant qu'on démarre. Merci Romain. Bonjour à tous. Je suis ravi de votre présence également à ce live. Je remercie Romain effectivement de se prêter à cet exercice. Donc, j'ai accompagné Gaz de Ferme sur cette campagne de financement participatif. Je suis là pour répondre à vos éventuelles questions sur le processus et l'inscription. Également, je vous rappelle que le processus chez WeSeed pour mettre en place une campagne de financement participatif et vous proposer au financement un projet suivi en fait de nombreuses étapes de sélection. Une première étape de revue de projet dans lequel on s'est assuré que effectivement le projet répondait à notre politique d'investissement. Ensuite, il y a eu un vote sur le projet de Gaz de Ferme sur lequel la communauté a montré un intérêt certain pour le projet. Et ensuite, il y a une phase d'audit sur les aspects techniques, financiers et juridiques du projet qui nous ont permis de valider effectivement que l'on pouvait accompagner le projet et que c'était un projet qui avait de belles perspectives de développement. Et c'est pourquoi nous vous l'avons proposé en collecte
et que aujourd'hui, voilà, le projet est sur notre plateforme. Voilà, je laisse Romain poursuivre et vous présenter son activité. Merci beaucoup. Voilà, donc là, comme ça, pendant quelques secondes, vous voyez un petit peu mon visage. C'est toujours mieux de mettre un visage sur une voix et derrière une entreprise. Et puis maintenant, je bascule sur la présentation. Allons-y. Première partie, donc, gaz de ferme. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en est? Donc, trois éléments, hein. D'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on a besoin d'argent. Alors, je vais juste... Voilà. Rectifier ça. Voilà, donc gaz de ferme, qu'est-ce que c'est? C'est encore une toute petite entreprise aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de mystère, on est vraiment sur du financement d'amorçage, mais qui a déjà une histoire assez longue derrière elle, puisque les trois fondateurs de gaz de ferme se connaissent depuis 10 ans. Et il y a 10 ans, on s'est trouvé donc un jeune ingénieur moi-même, un agriculteur et un entrepreneur à se rencontrer et à caler les grandes lignes du projet qui n'ont pas bougé d'ailleurs. On est vraiment dans le droit fil de la même idée depuis le début, qu'on a étoffé. Et pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a eu un développement un peu atypique, si on n'est pas passé par une pépinière, un laboratoire, une école de commerce ou que sais-je. On a directement testé la machine en conditions réelles sur la ferme du cofondateur qui est agriculteur et qui s'appelle Pierre. Et j'insiste sur ce point parce que tout ce que je vous raconte sur le carboséparateur se base sur une expérience concrète en conditions d'exploitation les plus proches possibles de ce qu'on se propose de faire. Et vous avez compris qu'il y a un agriculteur donc, dans les trois fondateurs, et ça c'est un point important aussi parce que si vous voulez travailler sur le biogaz, le gisement principal est sur les exploitations agricoles. Et ça va peut-être étonner certains, ou d'autres le savent déjà, la plupart des acteurs du biogaz n'ont pas cette expertise agricole. Voilà, c'est un paradoxe. On a beaucoup de gens qui sont venus de la finance, de l'énergie, du bâtiment, mais qui n'ont pas cette culture agricole ou qui n'ont pas la culture biologie-chimie, voilà, qui est quand même au cœur du système. Alors voilà d'où on vient. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça, vous avez compris, il y a deux présentations. On a gaz de ferme intervient en deux temps. Gaz de ferme intervient comme apporteur d'une technologie qui permet de traiter le biogaz, ce que je vais détailler tout à l'heure. Et on a choisi d'intervenir aussi en aval de ça, dans la valorisation du gaz qui est produit par notre machine. Il y a plusieurs raisons à ça, mais pour aller à l'essentiel, je dirais que la situation actuelle de la filière et notre choix de modèle économique nous pousse vers un modèle assez intégré, où on doit être capable de répondre aux questions des interlocuteurs de l'amont à l'aval. Si vous amenez un carboséparateur et qu'il n'y a personne pour prendre le relais sur le gaz, ça ne marche pas. Et inversement, si vous êtes un distributeur de gaz biosourcé mais que vous ne maîtrisez aucun approvisionnement, c'est très compliqué aussi. Voilà pour la double casquette de l'entreprise. Et ensuite, sur le pourquoi de tout ça, je crois que c'est le plus important. On a mis deux objectifs en toile de fond qui nous tiennent à cœur. Hein, ça s'appelle gaz de ferme. Je pense que le nom en dit beaucoup. On a un agriculteur au capital. On est tous les trois issus de ce monde rural. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est structurant dans notre projet, dans la petite plus-value qu'on va avoir par rapport à d'autres acteurs du biogaz. C'est peut-être une compréhension un peu plus fine des enjeux de ce monde-là. Et il y a une évidente motivation alors de durabilité, le mot est galvaudé malheureusement, mais c'est ça, hein, c'est vraiment il faut qu'on fasse des choses pérennes, il faut qu'on mette en place un modèle, pas pour 10 ans, pour 50 ans, pour un siècle.
faut qu'on reparte sur quelque chose qui puisse durer longtemps. Et pourquoi? Parce qu'en face de nous, on a des enjeux très structurants, très longs, comme le dérèglement climatique. Voilà. Voilà pour la toile de fond. Je vais pas en dire plus et plutôt vous laisser, je vais regarder si vous avez posé des questions sur cette partie-là, sur ce qu'est l'entreprise, ou si vous souhaitez en poser, je vous laisse quelques instants là éventuellement pour m'interroger sur l'entreprise avant que je rentre dans la technique du carboséparateur. Pendant que éventuellement vous posez des questions, je me permets de revenir sur un point que j'ai oublié. Pourquoi on a besoin d'argent? On a besoin d'argent parce qu'on a l'ambition d'aller vite. Pour aller vite, eh bien, il faut des capitaux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que cette invention, on a l'ambition de la déployer sur beaucoup d'exploitations agricoles. Parce que sinon, l'effet sur le climat, l'effet sur l'agriculture, il va être epsilon, il va être trop long. C'est maintenant. Et donc, pour aller vite, il nous faut des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a des questions? Bon, écoutez, à ce stade, il n'y a pas de questions sur cette partie-là. Je vais donc rentrer dans la partie suivante. Je reprends le partage. Ok. Alors, un petit souci sur le défilement des pages. Voilà. Voilà. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, pardon, excusez-moi, c'est un schéma de principe que j'ai voulu le plus simple possible pour que vraiment la compréhension soit la plus efficace par tout le monde. Donc, un carboséparateur, c'est une espèce de gros alambic. Et ce gros alambic, il a pour mission d'avaler un mélange gazeux et de séparer les phases gazeuses. Et donc, si vous regardez le schéma, vous avez un appareil dans lequel rentre du biogaz ici à gauche, là, vous voyez ma souris, et duquel sort d'un côté du méthane et de l'autre du gaz carbonique. C'est de là que vient le nom carboséparateur. C'est vraiment un séparateur de phase. Et comment ça marche? Eh bien, avec de l'eau. En résumé, un carboséparateur, vous lui donnez de l'eau, vous lui donnez du biogaz, et il vous sort d'un côté du méthane purifié et de l'autre du gaz carbonique purifié. Si je rentre un peu dans le process, on va suivre le parcours du gaz. Donc, nous sommes du biogaz ici. Alors, d'où il vient ce biogaz? Il vient de digesteurs, de fermenteurs. Ça, il faut bien comprendre que la brique technologique que nous apportons, elle vient en aval d'un digesteur. C'est-à-dire que le gaz de ferme ne fabrique pas des fosses de méthanisation. Nous, on apporte un équipement qui vient rentabiliser des gisements de méthanisation. Il faut bien déjà avoir cette idée. Donc, le biogaz issu de la méthanisation, c'est un mélange. C'est environ 60% de méthane et 40% de gaz carbonique. Le biogaz, il va rentrer ici dans ce qu'on appelle une colonne d'échange. C'est une colonne que l'on dit à contre-courant. Le biogaz monte dans la colonne et l'eau descend, c'est comme une douche, dans la colonne. Et cette colonne-là, elle est remplie de petites garnitures qui sont comme les alvéoles de vos poumons. Dans vos poumons, vous avez plein de petites garnitures qui permettent de multiplier la surface d'échange entre le gaz et le liquide. Et c'est comme ça que l'oxygène de l'air passe dans votre sang. Et nous, on fait pareil. On fait se croiser de l'eau du robinet, tout bête, ou de l'eau de pluie, ce que vous voulez, et du biogaz. Et là, on a un petit savoir-faire. Les conditions de pression et de température qu'on choisit font qu'on va dissoudre le dioxyde de carbone, mais qu'on ne va pas dissoudre le méthane. Et donc, le biogaz, au fur et à mesure qu'il grimpe dans la colonne,
il s'appauvrit en dioxyde de carbone parce que le dioxyde de carbone est entraîné par l'eau vers le bas. Et donc, quand vous arrivez en haut de la colonne, juste en dessous de la douche, il y a un évent de sortie. Et vous avez le méthane qui s'est retrouvé tout seul, qui sort là. Cette colonne de lavage, là, elle permet, avec un système très simple, robuste, de produire du méthane pur à 95%. Donc, on récupère le méthane en haut de la colonne et en bas, qu'est-ce qu'on a? On a toute l'eau qui est tombée et qui est saturée en dioxyde de carbone. Une eau saturée en dioxyde de carbone, c'est, si vous voulez, c'est un Perrier, c'est de la badoie. Voilà, c'est une eau gazeuse. Et on aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire que là, on avait inventé un appareil qui vous permet de purifier, un épurateur à biogaz qui vous permet d'extraire du méthane. Mais il y a deux remarques. À ce stade-là, on ne peut pas réutiliser l'eau puisqu'elle est saturée en CO2. Si je prends l'eau d'en bas et que je la ramène en haut, je ne dissoudrai plus de CO2. Et donc, je ne laverai plus le biogaz. Et la deuxième remarque, c'est que si donc je dois me débarrasser du CO2 dans l'eau, peut-être est-il malin de ne pas jeter ce CO2. Peut-être est-il malin de le capter. C'est ce qui nous a amené à adjoindre une deuxième partie à l'appareil. Donc l'eau carbonatée, c'est-à-dire l'eau saturée en CO2, va être conduite dans cette deuxième partie. Qu'est-ce qui change entre les deux parties? Je vous ai mis un grand P et un petit p. En fait, c'est très simple. La première partie, elle est en surpression. C'est comprimé. Et la seconde partie, au contraire, elle est en dépression. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez votre bouteille de Perrier? Quand le Perrier est fermé, vous ne voyez pas les bulles. Pourtant, le CO2 est dans l'eau. Et quand vous l'ouvrez, qu'est-ce qui fait le CO2? Le CO2 sort de l'eau. Mais là, c'est pareil. La deuxième partie, en faisant chuter la pression, on opère un dégazage de l'eau. Les bulles de gaz carbonique vont monter dans une seconde colonne qui est plus petite que la première. Pardon. Elles vont être donc récupérées par un évent en sortie de cette colonne. Et là, on a les bulles de CO2. Et par gravité, en bas, l'eau retombe et on la récupère. Et on a une eau qui est régénérée. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on peut la renvoyer à l'entrée de système. Ici, en haut de la colonne. Et c'est ainsi que nous avons un système fermé au niveau du solvant. On ne consomme pas d'eau. Et ça, c'est un atout technologique. Et un atout écologique aussi. Voilà pour le principe. Si on compare avec d'autres technologies, il y a deux caractéristiques. La première, c'est qu'on n'a pas d'intrant hormis de l'eau. Donc, pas de chimie. On a quelque chose qui a une certaine facilité d'utilisation, une certaine innocuité. C'est pas neutre quand on sait qu'on doit se déployer sur des exploitations agricoles, hein, pas sur des sites industriels. Donc, en termes de sécurité pour l'environnement et les personnes, c'est assez optimal. Et la deuxième observation, c'est qu'on n'a pas de consommable. C'est-à-dire que, à l'inverse d'autres méthodes de traitement du biogaz, on ne dépend pas d'un approvisionnement en haute technologie. On n'a pas de cartouches ou de particules à remplacer régulièrement. Cet alambic, il est en acier inoxydable. Il a besoin de 300 litres d'eau pour faire toute une saison de traitement. Et comme c'est quand même pas magique, il fonctionne avec un peu d'électricité. Cette invention nous donne des résultats stables depuis 2017 sur la ferme de Pierre, ce qui nous permet d'être assez confiants en termes de fiabilité, parce qu'on a quand même 5 ans de recul. Ça, je crois que c'est assez rare aussi pour une entreprise en amorçage. On a pris le soin de la breveter, donc si vous vous apprêtez à investir, vous avez envie de savoir si c'est protégé, ça l'est. Ça fait l'objet d'un brevet européen. Et puis, donc, cette caractéristique qui était vraiment nouvelle quand nous, on a pensé tout ça, et qui est en train d'émerger un petit peu partout, c'est la capacité à récupérer le dioxyde de carbone. Et donc, à non plus avoir un produit, mais 2 produits à partir du biogaz. À ne plus avoir aucune émission directe, puisque 100% du carbone qui est émis lors de la fermentation va être capté, conditionné, valorisé. Donc, on a 0 émission directe de gaz à effet de serre.
Donc, vous reconnaissez sur cette partie le petit schéma là, de principe d'un module. Maintenant, ce qu'on a voulu vous montrer là, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment ça se met en place, comment ça s'utilise. Donc, un module, c'est 6 mètres carrés d'emprise au sol, 4 kW de puissance électrique installée, et ça traite un débit de 10 normaux mètres cubes de biogaz par heure. Donc, si certains d'entre vous ont une connaissance un petit peu du secteur, c'est très petit comparé à ce qui peut se faire ailleurs. Et ça, c'est un choix délibéré de l'entreprise pour 2 raisons. Pour répondre à des gisements qui sont jugés trop petits par notre technologie, pour pouvoir les traiter, pour pouvoir les exploiter. Et ensuite, qui peut le moins peut le plus. On inverse le proverbe, puisque un petit module, vous pouvez en faire plusieurs côte à côte. Alors qu'un gros module, vous ne pouvez pas le casser en deux. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix-là. On s'est dit, avec ça, on peut traiter toutes les tailles de gisement de biogaz, du très petit au gros. Donc on vous a détaillé quelques caractéristiques. L'intérêt, c'est aussi qu'en amorçage, financièrement, on va pouvoir en produire vite beaucoup, à un coût raisonnable, parce qu'on est toujours sur la même chose qu'on fabrique, qu'on standardise. On n'a pas toute cette phase qui peut être inquiétante pour des investisseurs de se dire, vous allez convaincre peut-être 10 exploitations agricoles, vous allez mettre 9 mois à leur faire une étude, 8 mois à acheter vos pièces, à dimensionner, à installer. Non, c'est toujours la même chose, donc c'est plus rapide. C'est du Made in France, conçu et assemblé par Monceau. Et c'est transportable en tout point du territoire par camion. Les 6 mètres carrés, là, ce n'est pas un hasard. C'est gabarit camion. C'est-à-dire qu'on le fabrique en atelier et on le charge directement sur un camion et on le dépose directement sur le site d'utilisation. Le chantier se résume à des connexions. Donc, une grande souplesse par rapport à la taille des gisements traités, puisqu'on peut aller de 2 heures de fonctionnement par jour à 24 heures. Donc, vous avez déjà un facteur 12 en termes de taille absorbable. Et puis ensuite, je peux mettre 1, 2, 5 modules sur un site. Et donc là, si on va 5 modules qui tournent 24 heures sur 24 par rapport à un module qui tourne 2-3 heures par jour, vous avez déjà une plage de traitement de facteur 60. Donc, c'est quand même assez intéressant. Un point important à comprendre, c'est qu'il y a 2 sorties gazeuses sur cette machine et que le modèle technique et économique qui est bâti derrière sur la valorisation des gaz repose pour une grande partie sur une répartition de la nature du gaz. L'intérêt d'avoir 2 produits, c'est qu'on peut établir des contrats. Je vais répondre. Donc, j'ai Romain au téléphone, Romain Casadebey, là, qui est en train effectivement, qui a eu un problème technique, qui est en train de relancer le routeur pour pouvoir rejoindre la réunion. En attendant, ce que je propose, c'est de lui poser les questions. Du coup, vous avez posé sur l'onglet questions-réponses et de vous transmettre sa réponse. Voire, je vais peut-être même essayer de le mettre en haut-parleur. Vous me direz si vous entendez bien. Donc, première question, quelle formation d'ingénieur avez-vous suivi? Alors, je suis ingénieur en biotechnologie. Donc, moi, au départ, je suis spécialiste en biologie, chimie. Biologie, chimie, physique. Ok, parfait. Deuxième question, le biogaz est-il d'origine animale ou végétale? Les deux, en général, peu importe, à vrai dire. La composition du biogaz est à peu près toujours la même, à quelques pourcents près, quelle que soit la matière organique qu'on utilise. Voilà, parce que pour rappel, donc le biogaz est issu de la fermentation de matières que l'on appelle de la biomasse, qui peuvent être soit effectivement d'origine végétale, soit d'origine animale, un mélange des deux aussi souvent. Très bien. Absolument. Autre question, aujourd'hui les fabricants de biogaz, méthane pur, entre parenthèses, issus de la méthanisation font comment? Alors aujourd'hui, alors j'ai les chiffres de 2020, donc c'est en train de bouger, mais jusqu'en 2020, 96% des sites de biogaz en France ne font pas la séparation, n'épurent pas le méthane, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur le mélange presque brut, le mélange dioxyde de carbone-méthane. Et c'est pour ça
qu'ils n'ont été capables de faire que de l'électricité avec un rendement assez moyen. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler plus tôt d'injection de gaz, de carburant, de combustible, parce qu'on n'avait pas la qualité de gaz. Donc, à aujourd'hui, vous avez 5% à peine des sites de biogaz qui sont capables de sortir du méthane purifié. Oui, et pour compléter peut-être aussi, effectivement, donc historiquement, effectivement, la valorisation du biogaz, c'était plutôt de la cogénération. Maintenant, de plus en plus, c'est de l'injection quand les unités sont proches des réseaux d'injection. Mais le CO2, en tout cas, lui qui, en cas d'injection, doit être, effectivement, le biogaz doit être épuré et le biométhane injecté. Le CO2, lui, est rarement valorisé, par contre. À ma connaissance, le CO2 ne connaît qu'un site de valorisation en France à ce jour. D'accord. Donc, à ce jour, c'est tout à fait confidentiel et marginal, la valorisation du CO2 dans le biogaz, mais il faut être honnête. C'était une idée très originale quand on l'a eu il y a une dizaine d'années. Maintenant, tout le monde a compris que c'était un enjeu et la transparence m'oblige à dire que tout le monde va s'y mettre. La question, c'est est-ce que Gaz de Ferme a un petit temps d'avance? Et la réponse est probablement. Tout à fait. Alors, prochaine question. Le méthane produit à 95% de pureté peut-il être directement injecté dans le réseau GRDF ou y a-t-il encore une étape de purification? Alors, pour ce qui est de l'injection de gaz sur les réseaux, vous avez deux seuils de qualité, parce qu'il y a deux types de réseaux. Vous avez un premier seuil à 92%, ce qu'on appelle les réseaux B. Ce seuil-là, on le franchit, puisque nous, on est à 95%. Et vous avez un deuxième type de réseau, qui sont les réseaux H, et qui, eux, demandent 97%. Et ça, nous, on n'y arrive que certains jours, donc on ne s'y risque pas. D'accord. Pour la partie en dépression, avez-vous une pompe à vide? Si oui, la consommation électrique est-elle élevée? Alors, la puissance globale installée de tout l'appareillage, tous les moteurs, donc effectivement, il y a des pompes et des compresseurs. Au global, on est sur 4 kW installés. Oui, c'est ce qui était dans la présentation, effectivement. Voilà. OK. Prochaine question. Dans votre modèle économique, le CH4 produit est consommé par l'exploitation agricole ou est-il revendu? Ou bien est-il revendu? Pardon. Ah, oui, d'accord. Et oui, parce que où on... Oui, oui. Alors, s'agissant du méthane, le modèle, il vous faut visualiser une flèche, une cible de tir à l'arc. Mmh. Nous, on fait un raisonnement. On dit autofourniture numéro 1. Y a-t-il de l'excédent, oui ou non? S'il y en a, voisinage. Suffisant, oui ou non? S'il y a encore de l'excédent, commerce. Commerce distant. Donc, c'est-à-dire que, alors ce que je décris là n'est que notre proposition, notre suggestion, notre accompagnement. C'est-à-dire que la décision revient à l'exploitant agricole. Pour vous donner des cas concrets dans nos premiers chantiers, là, on a une exploitation qui a dit « Moi, je veux zéro autoconsommation, je veux tout commercialiser. » Ok, pas de problème. Et on en a une autre qui nous a dit « Moi, je veux en priorité faire rouler tous les véhicules, les miens, mais aussi ceux de mes voisins, de ma famille, de mes amis. » Ok. Très bien. Alors, prochaine question, c'est bien parce que ça fait le pendant sur la partie CO2. Comment est valorisé le CO2? Alors, le CO2, pour pouvoir être valorisé, a besoin d'être conditionné. Et le conditionnement principal pour le CO2, ça consiste à savoir le mettre en cuve et en bouteille. Et savoir le mettre en cuve et en bouteille, ça demande un certain matériel, un certain savoir-faire qui nous a pris quelques années pour acquérir et pour développer, qu'on n'a pas inventé, hein, mais dont il faut apprendre à se servir. Donc le CO2, il est sur chaque site, il est conditionné, amené aux conditions de température et de pression qui permettent un transport par la route. Voilà. Donc il est transporté par la route sous forme de cuve et ensuite nous on centralise tout sur notre plateforme d'embouteillage. Voilà. Et ensuite, on fait venir le CO2 en cuve, c'est un peu comme la collecte du lait si vous voulez. Ouais. Et ensuite il va vers quel marché du coup? Alors
le marché du méthane, c'est facile, c'est l'énergie. Le marché du CO2, ça n'existe pas, c'est les marchés du CO2. Le CO2 est vraiment un multi-usage. Nous, ce qu'on met en avant, parce qu'il y a une synergie évidente, ce sont les débouchés dans l'agroalimentaire. Parce que c'est très logique pour quelqu'un qui est dans le domaine de la boisson, par exemple, d'utiliser du CO2 qui vient de ressources agricoles. Il y a une logique, il y a une sympathie et une efficacité. Mais vous pouvez avoir du CO2 qui est utilisé dans des extincteurs. Vous avez du CO2 qui est utilisé pour des loisirs. Vous avez du CO2 qui est utilisé pour la chimie, pour de la soudure, pour des applications médicales. Il y a une foultitude d'applications. Et la question à laquelle on a été confronté, c'est quel marché on veut cibler, quel marché on peut cibler que ce soit rentable, et sur quel marché on peut avoir la qualité suffisante. Voilà, c'est ça le critère. C'est-à-dire le CO2 qu'on sort, il a un niveau de pureté, est-ce qu'il permet de faire tel ou tel débouché? Voilà, c'est comme ça que la question se pose. Il y en a vraiment beaucoup, je ne peux pas tous vous les lister. Très bien. Je passe à la prochaine question qui est une question à tiroir, mais je pense qu'il y a déjà quelques éléments de réponse qui ont été donnés. Donc, où s'installe le module sur une exploitation? Comment sont apportés les intrants? Est-ce compatible avec un méthaniseur? Alors, je commence par la fin. Est-ce compatible avec un méthaniseur? 3 fois oui, puisqu'il y a même besoin d'un méthaniseur pour que ça marche. Voilà, donc ça, déjà, oui, évidemment. Ensuite, où est-ce que ça se met sur une exploitation agricole? Eh bien, de façon logique, à proximité du méthaniseur. Oui. On n'a pas d'enjeu à être à moins de 5 mètres, plus de 5 mètres, si ce n'est certaines normes de construction, mais en gros, nous, on fait courir un tuyau entre le méthaniseur et le carboséparateur et ça roule. Hein. On le met, on s'adapte sur le site. Il nous faut 6 mètres carrés pour le poser. Ok. Donc, sur le reste, je passe à la deuxième sous-question. Donc, le méthane, excusez-moi. Voilà. Peut-il être injecté sur le réseau? Donc, on a dit que oui, sur le réseau, donc pas le H, mais l'autre. Oui. Sinon, quelle est l'utilisation finale? Donc, on l'a dit, ça peut être aussi utilisé en cogénération hein, pour produire de l'électricité in situ. Absolument. Voilà. Absolument. Oui. Sur le CO2 récupéré, qu'allez-vous en faire? Ça vient d'être expliqué. Est-ce vous qui supportez les CAPEX lors de l'installation? Vendez-vous l'installation ou en êtes-vous l'opérateur? Pouvez-vous nous décrire votre business model? Oui, ben c'était la partie d'après de ma présentation. Oui. Alors, je m'excuse, je suis devant le routeur parce que ça ne redémarre pas et là, il clignote en rouge. Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on écluse un peu les questions oui. Et puis on va presque être sur 19 heures peut-être, on répond aux questions et il y aura les autres sessions de rattrapage éventuellement, donc on pourra le répéter, mais donc jeudi, c'est la deuxième partie hein, sur la thématique j'ai un trou, c'est quelle partie? On est sur le qu'est-ce qu'on fait des gaz? Voilà, qu'est-ce qu'on fait des gaz sur la partie valorisation. Donc voilà. Les questions sur lesquelles on était en train d'arriver là. Voilà, et sinon, lundi prochain, ben, c'est la même présentation. Voilà. Donc, je vous laisse réagir sur cette question. Oui. Si vous permettez, je vais... alors, je m'excuse auprès de vous que vous ne puissiez plus voir la présentation du coup. Je vais vous exprimer ce que je voulais dire en troisième partie sur le modèle économique en essayant de ne pas être trop barbant. Donc, ce carboséparateur, quel est notre positionnement? Il faut comprendre que des gisements de biogaz, il y en a de toute taille. Et qu'aujourd'hui, par les contraintes des modèles utilisés, on ne va que sur les gros gisements. On ne sait faire que des usines. On ne sait pas faire petit. Or, l'agriculture en France, elle est structurée avec une majorité de petites exploitations. Et donc, le positionnement du carboséparateur, c'est de dire on va baisser le seuil de rentabilité. J'entends par là la taille de matière nécessaire, donc le volume de fumier, le volume de résidus de récolte nécessaire pour que le gisement de biogaz soit rentable à la fin. Et on le baisse suffisamment pour englober une majorité des exploitations. Ce qui veut dire que
demain, avec notre modèle, ce qui devient possible, c'est d'avoir des projets à l'échelle d'une exploitation agricole. Et on n'a plus besoin de faire des regroupements qui sont très longs et difficiles et qui supposent un transport routier qui vient fortement gréver le bilan carbone de tout ça. C'est aussi comme ça qu'on prétend se déployer rapidement, parce que le portage de projet est beaucoup plus rapide, parce que les volumes financiers sont plus bas. Donc c'est vraiment ça, le positionnement, c'est de dire, aujourd'hui vous avez un seuil qui a... j'ai plus le chiffre, excusez-moi, mais en gros, nous, on le baisse d'un facteur. C'est quand même très fort. Voilà. On est rentable avec un carboséparateur à partir de 30 vaches, si vous voulez. Voilà, pour donner un chiffre un peu concret. Voilà, ça c'est pour notre positionnement, c'est-à-dire permettre l'émergence d'un segment de gisement de biogaz qui aujourd'hui trouve pas de proposition. Et c'est pas tout, puisque j'ai expliqué qu'il y avait de la souplesse, de la modulabilité. On peut aller équiper des gisements actuels qui sont plus gros en leur apportant une rentabilité. D'où elle vient cette rentabilité? C'est parce qu'au lieu d'avoir du biogaz brut, ils vont récupérer du méthane. Et donc, au lieu de faire de l'électricité, de la chaleur, ou en complément plutôt, ils vont pouvoir faire du carburant et arrêter d'acheter du gasoil, faire des économies de propane. Et ça, par les temps qui courent, c'est 2 à 3 fois plus rentable que l'électricité. Voilà pour le positionnement. Il y a 2 modèles de flux de revenus, c'était une des questions. On a un modèle où on va proposer un abonnement à l'appareil. Ça permet d'éviter un surinvestissement de la part d'acteurs qui ne sont pas forcément très capitalisés. Hein. La situation de l'agriculture aujourd'hui, c'est celle-là. Donc on a un abonnement de l'ordre de 1000, 2000 euros par mois. En fonction de la taille du gisement, il y a une grille de tarifs qui permet d'utiliser un service. Et dès que c'est chez vous, ça vous rapporte. Et vous n'avez pas à monter un dossier, à faire un prêt, etc., etc. Vous avez des recettes et des charges, et c'est beaucoup plus fluide. Et puis ensuite, on a un deuxième modèle plus classique, j'allais dire, où on va vendre nos appareils. Et là, avec un prix de vente indicatif de 80 000 euros par module, qui a déjà plusieurs preneurs. Hein, pour les 2 offres, on a déjà plusieurs preneurs. Il y a une complémentarité, ça ne s'adresse pas exactement au même public, les 2 offres. Donc voilà pour notre positionnement. Et en termes d'ambition, parce que c'est quand même important que j'en dise quelques mots, on se projette à l'horizon 2030 avec 100 unités dans 100 départements, c'est-à-dire 10 000 unités fonctionnant. Et là, on est à peu près à 5% des fermes équipées en France. Et ça veut dire que Gaz de Ferme fera peut-être 30 ou 50% du traitement de biogaz en France. Voilà, donc c'est quand même une ambition d'être un acteur significatif parce qu'il faut vraiment que ça se débloque pour toutes les raisons. Chacun choisira sa motivation de rentabilité financière, d'urgence écologique, d'avenir de l'agriculture. Ça veut dire qu'on a devant nous des phases de croissance régulière. Là, ce qu'on propose au WeSeeder, finalement, c'est d'entrer maintenant en fin 2022 pour sortir en 2027, hein, sur un cycle de 5 ans. Où est-ce qu'on en sera en 2027? On prévoit qu'on aura à peu près 1 millier de machines en exploitation et qu'on sera à un deuxième seuil de déploiement où on visera peut-être même probablement l'internationalisation, la diversification des débouchés. Enfin, je pourrais être long sur cette partie. Il y a beaucoup de perspectives très riches. En gros, ce que je pense est important pour vous qui réfléchissez peut-être à investir, c'est de savoir qu'on a des paliers significatifs de croissance devant nous, que vous nous permettez d'en faire un premier, et qu'en 2024, on relève à nouveau des fonds. Donc, entre votre entrée et votre sortie, il y a une levée de fonds intermédiaire. Ça, il faut que ce soit clair. On fait 2 machines cette année, 20 l'an prochain, 200 en 2024. Voilà. Donc,
pour vous donner un petit peu le paysage. Il y a une question peut-être qui vient compléter ça, c'est pourriez-vous détailler l'utilisation que vous ferez des fonds levés? Oui, absolument. Donc, les fonds levés, comme c'est présenté sur la page 1, vous avez trois affectations là, pour cette levée là, de fin 2022. Recruter. Donc, il y a une équipe qui doit se monter dans quelques mois, une dizaine de personnes. Donc, ça, c'est quand même pas rien. Deuxième axe, le développement de la commercialisation de CO2. Ça veut dire très concrètement qu'il nous faut acheter beaucoup plus de bouteilles que ce que nous avons jusqu'ici, à peu près 30 fois plus. Donc c'est un budget d'investissement. Et troisième axe, c'est acheter le matériel pour faire les premiers carboséparateurs. Sachant que dans le temps, il y a un relais qui est pris sur ce volet-là, puisque l'entreprise a besoin d'autofinancer les premières machines. Mais derrière, on met en place ce qu'on appelle un système de crédit bail que vous connaissez peut-être pour vos voitures, où en gros, chaque fois qu'on a une commande d'un carboséparateur, vous avez un prestataire financier qui décaisse l'argent, qui le met à disposition de Gaz de Ferme, et Gaz de Ferme rembourse en prélevant sur les abonnements ou sur les ventes de ces machines. Voilà. Très bien. Est-ce que je déroule les autres questions qui ont été posées? Ben, écoutez, je vous laisse juger. Malheureusement, on a vraiment un problème de secteur et je n'arrive pas à me reconnecter. Du coup, on va essayer de passer les questions effectivement les unes après les autres. Il y a déjà des éléments de réponse qui ont été apportés, donc peut-être on ira plus vite sur certaines. Je vous laisse voir, Romain. Donc, première question, quel SAV et formation pour le matériel acheté par les exploitants? Alors, je vais essayer de ne fâcher personne. Aucun. Pourquoi? C'est justement toute la plus-value qu'on va apporter. Les gaziers, c'est nous. Vous n'avez pas à vous soucier de comment ça marche. Ce qu'on veut casser, c'est la solitude technique d'un agriculteur face à du biogaz. Ça, c'est vraiment un gros frein au déploiement. En gros, vous vous en servez et nous, on le répare, on le maintient, on le met à jour, on fait tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas à intervenir dessus. OK. Alors, autre question. Bonsoir. Quels seront vos clients, les fabricants de méthaniseurs ou les agriculteurs en direct? Alors, vous l'avez déjà un peu dit, il y a deux modèles. Hein, oui. Il y a effectivement plusieurs modèles. Il y a surtout une notion de service, ce que je viens de dire, hein, sur l'exploitation des machines. Vraiment qu'on tient à assurer et qu'on ne déléguera pas dans tous les cas. Parce que le plus important, si vous voulez, pour que ça se développe bien, c'est que ça marche. Et pour que ça marche, il faut qu'on s'en serve bien. Donc nous, on a un gros travail de maintenance, en fait. C'est là où il y a un gros poste après dans nos charges d'exploitation. OK. Et alors, oui, donc la question, c'était qui sont les clients. Oui, tout à fait. Un abonnement, en fait, le client logique, c'est le propriétaire du gisement de biogaz. Et la plupart du temps, les fabricants de digesteurs ont vendu leur appareil après le chantier et ils ne sont plus présents. C'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Et donc là, la question ne se pose pas à l'interlocuteur, c'est l'exploitant agricole la plupart du temps. Très bien. Après, il y a peut-être un autre client aussi sur la revente du CO2 bio. Ah oui, mais alors c'est absolument, tout à fait. On est sur l'autre présentation. Il y aurait beaucoup à dire. D'accord. Sur le carboséparateur, rendez-vous jeudi. Le client, c'est l'exploitation agricole dans la très grande majorité des cas. OK. Autre question. Quel est le ROI pour l'achat de ce type d'installation? Alors, mes cas concrets, la ferme qui s'apprête à recevoir une machine cet hiver, ils ont un ratio entre l'abonnement qu'ils vont nous payer, l'électricité, la conso d'électricité de l'appareil
Donc ça, c'est les charges. Et puis, ce que ça va leur rapporter, donc là, on est sur un modèle où il faut une station carburant. Là, vous avez un ratio de 5 pour 1. C'est-à-dire qu'ils ont 1 en charge et 5 en recette. Donc c'est déjà pas mal. Pour un investissement de 400 000 € global de leur part. C'est-à-dire que là, cette ferme-là, elle investit dans des digesteurs qu'elle n'a pas aujourd'hui. Et elle a choisi d'investir suite à notre proposition. Donc c'est là où on voit vraiment le levier qu'on apporte. Ils n'ont pas à payer le carbo-séparateur puisqu'ils s'abonnent, donc on leur fait un service. C'est nous qui l'assumons. Et derrière, ils se paient également une petite station de carburant, donc le tout pour 400 000 €. Et ils ont un retour. Alors, il y a un an, ce retour était estimé sans subvention à presque 15 ans. Avec la flambée du prix du carburant, il est à 10 ans maintenant. Ok. 10 ans sans subvention. Et si j'ajoute les subventions, vous tombez à 7 ans, 8 ans. Très bien. Une question rapide qui n'est pas dans l'ordre, mais juste, il y a une question, c'est est-ce que c'est du CO2 de qualité alimentaire qui est produit? Donc la réponse est oui, mais je vous laisse peut-être compléter. Alors ça, c'est effectivement la question, c'est vraiment le sujet que je détaillerai plus jeudi. Ouais. Sur qu'est-ce qu'on fait du gaz. Effectivement, vous avez 5 classes de qualité pour le CO2. Nous, ce qu'on a observé sur nos travaux, c'est que vous n'atteignez pas forcément toujours la même qualité sur chaque configuration, sur chaque site. Donc, c'est à Gaz de Ferme de savoir trier justement, tracer ses approvisionnements pour savoir qu'est-ce qui peut être destiné à quel marché. Aujourd'hui, Gaz de Ferme distribue du CO2 de qualité alimentaire, déjà. Ok. Alors, une question sur le rendement. Quel est le rendement? Entre parenthèses, 4 kW pour 10 normomètres cubes heure, ça semble faible. Alors, du coup, tel que la question est posée, je ne sais pas bien ce que la personne a voulu dire. En tout cas, c'est une puissance relativement faible, sachant qu'on parle bien de puissance, on ne parle pas de consommation. On est sur la puissance installée. La consommation, j'ai pas de chiffre à vous donner parce que ça fluctue d'un jour à l'autre, ça dépasse jamais les 4 kW évidemment, mais ça fluctue et on n'était pas équipé pour mesurer ça en continu sur un temps suffisamment long. C'est pas une donnée qu'on a claire encore. On sait la puissance maximum que ça peut consommer. Et après, est-ce que c'est un bon rendement, un mauvais rendement? Comment je peux dire ça? C'est la question que tout le monde aime à me poser en pensant que la réponse est rapide et la réponse est très longue parce que c'est quoi? Vous regardez combien la conso réelle, sur combien de temps, pour quel temps de fonctionnement, pour quel débouché à la fin. Si vous comparez ça, vous le comparez à quoi? Une valorisation méthane pure, une valorisation cougée. Est-ce que c'est des digesteurs qui ont besoin de recevoir la chaleur ou pas? Le bilan, en tout cas, nous on le fait pas comme ça. Le bilan qu'on fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un ratio charge-recette de 5 pour 1. Ok. Effectivement, je pense que c'est un sujet pas si évident. Alors là, on a 3 questions. Je vais vous les poser ensemble puisque c'est sur en fait le coût d'une installation. Voilà. Donc, je vous les lis et puis vous rebondissez, Romain, sur les éléments. Donc, bonjour, quel est le prix d'une installation de 6 mètres carrés? Durée de vie de l'installation? Enfin, quelle est la durée de vie de l'installation? En combien de temps est-elle amortie pour un agriculteur? Donc ça, c'était la première intervention. Deuxième, oui. Pour un volume de biogaz donné, si le méthaniseur coûte 100, combien coûte le carbo-séparateur? Et troisième question, pour une exploitation de 30 vaches, quel est le CAPEX pour le méthaniseur et pour le carbo-séparateur? Alors, j'ai l'impression d'avoir répondu à tout déjà. Il me semble. Les chiffres qui ont été donnés, effectivement, sur les coûts, notamment sur une exploitation de 30 vaches. Donc,
Alors, j'ai essayé de noter quand vous les posiez, mais c'est allé un peu trop vite. Je peux les redire les unes après les autres, mais c'est parce que ça me semblait assez proche. Donc, par exemple, pour une exploitation de 30 vaches, quel est le CAPEX pour le méthaniseur et pour le carboséparateur? Alors, pour le méthaniseur, c'est… Alors, pour le méthaniseur, moi, je ne peux pas vous faire une réponse. Ça va dépendre de quel méthaniseur il veut et à qui il s'adresse. On n'est pas fabricant de méthaniseur. Pour le carboséparateur, je vous ai indiqué qu'il y avait une offre d'abonnement qui va se situer pour un module de l'ordre de 1 kg par mois jusqu'à 2 kg. Ça dépend de la conformation. Ok, une question qui vient d'être affichée, une nouvelle, et peut-être on en restera là, ou voilà, enfin je ne sais pas, parce qu'il est 7h05. Donc dernière question, très certainement, quels sont les autres marchés adressables hors agriculteurs? C'est une question très intéressante et importante. C'est bien qu'il soit venu, parce que là, c'était le carboséparateur ce soir et c'était dommage de se quitter sans ça. Le carboséparateur, c'est un séparateur de mélange gazeux. Il se trouve, c'est ça qui est breveté, c'est ça qu'on sait faire. Il se trouve que, parce que c'était notre dada, on l'a appliqué au biogaz. Et en plus au biogaz agricole. Première réponse, on peut aller sur n'importe quel gisement de biogaz, qu'il soit agricole ou non. C'est-à-dire que si demain on a une collectivité, une usine qui nous dit équipez-nous parce qu'on a du biogaz et on est sollicité par une distillerie par exemple pour qu'il faut du biogaz avec les mares de raisin, on peut traiter. Le biogaz, peu importe son origine, on n'est pas cantonné à l'agricole. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on n'est pas cantonné au biogaz. Et là, je vais être plus élusif parce que je suis sous contrat de confidentialité avec plusieurs opérateurs. Mais on a d'autres débouchés en vue pour le carboséparateur. On a d'autres mélanges gazeux à séparer, dont certains sont énormément dans l'air du temps. Voilà, j'en dirai pas plus. Très bien. Je vous propose peut-être de conclure, Romain, sur cette session pour rester dans le timing, si ça vous va. Alors, il y a des questions qui s'affichent, mais bon, on avait dit que c'était la dernière, donc voilà, je vous laisse peut-être la main pour clôturer cette session. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci à tous de votre attention. Je suis navré de l'incident technique qui nous a coupé à la moitié. Vous aurez un replay donc qui sera plutôt fait lundi prochain, puisque le replay de ce soir, j'imagine, ne va pas être excellent. Et la présentation, je peux aussi la diffuser, le PDF, ça peut un peu compenser. Donc, excusez-moi pour ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé, on a eu une interruption sur le secteur. Ensuite, j'espère, je sens qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je vous remercie beaucoup de cette curiosité. J'ai répondu comme j'ai du mieux de mon mieux. On compte vraiment sur vous là. Il faut y aller, il faut pas trop hésiter. Notre projet, il est pas parfait, il est réel, il est concrétisable. Voilà. On n'est pas là pour vendre du rêve. On est là pour vendre un truc qui marche. Et comme m'a dit un jour un Suisse, vous les Français, vous avez des fois le tort d'attendre que ce soit parfait et en attendant, vous interdisez de faire bien. Nous nous interdisons pas de faire bien. On peut vraiment faire beaucoup de bien avec ce projet. Et je vous enjoins à investir dans Gaz de Ferme et à faire investir autour de vous. Et on peut se planter, mais on ne vous volera pas votre argent. Et ça, tout le monde ne peut pas dire ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Juste un complément pour toute question ou pour toute difficulté au moment de la souscription ou au moment de l'inscription sur notre site, nous avons un service dédié pour répondre à vos questions et vous aider dans cette démarche-là chez WeSeed. Vous trouverez les coordonnées sur notre site internet, donc n'hésitez pas à les contacter pour vous aider dans cette étape-là. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci bien. Merci.